Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler, le 19 avril dernier, un Tu-22 M3 russe a été perdu au-dessus du territoire russe à environ 300 km de la ligne de front. Très rapidement, le porte-parole des équipes un peu spéciales de l'Ukraine a annoncé qu'ils étaient responsables de cette opération militaire et qu'ils avaient utilisé un missile S-200 modifié pour réussir cette interception, annonçant par la même occasion que les A-50, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, suite à leur perte présumée en janvier dernier, éprouvée en février dernier, étaient dus au même type d'embuscade aérienne avec ces fameux S-200 modifiés. Nous avions évoqué la possibilité du S-200, S-200 qui est réputé pour être le missile sol-air avec la plus grande portée, j'ai presque envie de vous dire, de l'histoire de l'Union soviétique, car c'est bien de cette époque-là que datent ces missiles. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur ce qu'est le Tu-22 M3, mais surtout pourquoi un avion de cette génération peut se retrouver à se faire surprendre, voire abattre à l'intérieur de son territoire, car vous allez voir que l'avionique, que la guerre électronique n'est pas sans poser de soucis, surtout si c'est un missile de conception initialement soviétique et utilisé par certaines de vos forces armées il y a encore peu, qui vous target, comme on dit, qui vous cible et vous vise. J'en profiterai également pour rentrer un petit peu dans le détail sur le profil d'interception de ce type d'attaque, car vous allez voir que le S-200 va devoir voler durant de longues minutes, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'avion cible qui a donc la capacité à se déplacer durant de nombreux kilomètres. À votre avis, sur environ 2 minutes 30 de vol, quelle distance le Tu-22 M3 peut-il parcourir à Mach 09? Mettez-moi ça dans les commentaires et on attaque juste après le jingle. Et n'oubliez pas que si vous avez une journée sécurité à faire au sein de votre entreprise, nous sommes experts maintenant dans les PFI, les pratiques de fiabilisation d'intervention. Nous faisons des parallèles entre les méthodes de l'aérien et ces fameux PFI que vous utilisez peut-être dans votre industrie. Nous sommes déjà intervenus dans de nombreuses centrales ou de nombreuses usines. N'hésitez pas à nous contacter pour faire votre refresher PFI de manière aéronautique. Alors, juste avant d'attaquer, le Tu-22, c'est gros, c'est ancien, il y en a eu différentes versions, ne confondez pas le Tu-22 et le Tu-22 M3. Là, on est sur le M3. Des Tu-22M, vous en avez à peu près 500 qui ont été fabriqués, 280 qui ont été passés au standard M3. Au début de l'invasion, il est pensé qu'ils en avaient environ une soixantaine en état de vol. C'est un avion supersonique à géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme le F-14. Fonction de la vélocité, il va changer sa flèche. À basse vitesse, vous avez les ailes qui reviennent pour créer de la portance. À haute vitesse, vous venez mettre les ailes vers l'arrière, ce qui va vous permettre d'accélérer, de fendre l'air de manière plus aérodynamique et donc d'aller plus vite en consommant moins de pétrole, pour faire simple. C'est forcément un avion qui vous fait penser au lanceur américain. Attention néanmoins, les apparences peuvent être trompeuses. Le lanceur, premier vol en 74, 86 tonnes à vide, 216 tonnes à masse max. Là, avec le Tu-22 M3, premier vol en 69, donc c'est donc les soviétiques qui ont fait voler ça avant le B1B, on est sur du 54 tonnes à vide, beaucoup moins, mais surtout 130 tonnes en masse maximum. Et derrière, d'un point de vue technologique, au niveau de l'habitacle, on reverra tout à l'heure, mais vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Le Tu-22 M3, c'est encore resté, malgré ce terme de moderniser, dans la génération du siècle dernier, appelons un chat un chat. Maintenant, revenons un petit peu sur les faits. Nous savons que l'avion est tombé dans une vrille à plat, exactement comme dans Top Gun, dans cette position-là. Certains experts pensent qu'il était en retour vers le terrain qui se situe ici en Ossétie du Nord. Si on regarde un petit peu la zone de front, je vous rappelle qu'on a Rostov-sur-le-Don ici, Mariupol, Donetsk, et grosso modo la ligne de front est là. Regardez ce que nous dit le ministère des Armées. Vous voyez ici l'eau, vous avez la mer d'Azov qui est là, donc la ligne de front qui est là. Donc si on revient, ça vous fait grosso modo
une ligne qui est par ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les distances, car il va falloir faire un peu de mathématiques dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire un peu de mathématiques? Parce que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le S-200. Le S-200, appelé par l'OTAN le S-15 Gammon. 1967 pour sa mise en service opérationnel, une charge militaire de 217 kg, c'est énorme, hein. Vous prenez des petits missiles RR, on est sur du 10 kg de charge militaire, 30 au grand maximum pour des missiles Fox-3. Un lancement à 7 tonnes 100, en fait c'est une fusée, faut appeler un chat un chat. Et c'est un missile qui, sur le papier, est censé pouvoir faire du Mach 4 sans trop de soucis. Mach 4, ça nous donne 1372 mètres par seconde. Ça va avoir son importance. Pourquoi est-ce que nous pensions chez Débrief que c'était le S-200 qui était responsable pour les A-50? Parce que, accrochez-vous bien, en 2001, en octobre 2001, les Ukrainiens ont abattu un Tu-154 qui décollait de Tel Aviv et se rendait en Russie, le vol Siberia Airlines 1812, faisant 72 morts. Ils l'ont abattu par erreur parce que le missile n'avait pas trouvé sa cible qui avait été déjà détruite par un autre système solaire allant plus vite. Le missile avait alors continué sa course, accroché le Tu-154, et cela à plus de 300 km. Plus proche dans le temps, le S-200 a montré sa dangerosité en 2018, par exemple le 10 février 2018, avec les Israéliens, un F-16 israélien qui en a fait les frais, abattu par un S-200 dans la vallée de Jezreel. C'était la première fois qu'un avion israélien se faisait abattre au combat depuis 1982, et c'était donc en 2018 en Syrie. Donc face au F-16, le S-200 peut être létal également. Et plus récemment, toujours en 2018, c'était en septembre ce coup-ci, c'était un Il-20M russe avec 15 personnes à bord qui a été détruit par un S-200 encore syrien après que, d'après certaines versions, des F-16 israéliens se soient cachés en dessous et les Syriens ont engagé l'IL-20 au lieu d'engager les F-16. Je n'ai pas plus de détails dessus. Mais vous voyez que le S-200 est un système qui est en fait une gigantesque fusée avec un énorme propulseur qui va pouvoir accélérer très loin. Et d'après les Ukrainiens, ils ont changé un petit peu le système de guidage en finale de manière à augmenter sa létalité. Maintenant, on fait des mathématiques. Mach 4 en moyenne, 300 km. Mach 4 en moyenne, ça nous fait 1372 mètres par seconde. Donc pour faire 300 km, il va nous falloir, j'arrondis, 3 minutes 30. 3 minutes 30, si en face nous avons en vol notre Tu-22, M3 qui avance comme ça, et que nous avons, imaginons ici, notre S-200, voilà comment ça marche. Notre S-200 a un radar, le radar détecte le Tu-22, ça veut donc dire que le Tu-22 est à moyenne ou haute altitude, ce que les images du crash semblent confirmer, et donc que notre pilote de Tu-22 s'est dit « Aujourd'hui, je ne prends pas trop de risques, je fais un profil plutôt haute altitude ». Alors, je reviens sur ces profils. Vous avez différents types de profils. Vous avez ce qu'on appelle, donc là vous avez le niveau du sol, hop là, vous avez le sol. Vous avez le profil basse altitude. Je décolle, je reste bas, tac tac tac. Pensez Top Gun 2, Maverick. On vole bas, on va sur la cible, hop, on revient. Le tout en basse altitude ou en TBA, très basse altitude. Ça vous permet d'éviter d'être détecté à longue distance. Et si le Russe avait fait ça, il n'aurait probablement pas été détecté par le S-200, pas été engagé. Or, pour tirer son missile, il aurait eu un souci, c'est qu'après le missile, si vous le tirez à basse altitude, eh ben, il faut beaucoup d'énergie où ça réduit sa portée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est du profil bas, haut, bas. Ça, c'est quelque chose de très courant dans les armées modernes. Vous partez vers le bas, vous restez caché, vous allez sur un point qu'on dit de pop-up, vous grimpez, vous arrivez à vos paramètres de tir, vous ouvrez le feu, et là, pas bête la steak, vous savez que vous avez été probablement détecté par des systèmes de veille antiaérienne ou même par des chasseurs ennemis. Vous ouvrez le feu et tout de suite, vous faites ce qu'on appelle un abort. Vous descendez vers la basse altitude en accélérant autant que possible. Vous transformez votre énergie potentielle de pesanteur, votre attitude, en énergie cinétique. Vous réaccélérez et vous vous barrez rapidement. Vous fuyez, il fuit le lâche, comme dans Papy fait de la résistance. Vous accélérez, vous partez. Comme ça, s'il y a des missiles qui vont vers vous, bien vu que vous êtes descendu vers la basse altitude, eh bien, ils ont plus de densité d'air à pénétrer, leur portée est amoindrie et vous rentrez vivant chez vous. Ça, c'est un profil bas, haut, bas. Vous pouvez même faire, si vous êtes très sûr de vous, un profil haut,
vous tirez en haut et vous revenez plutôt par la basse altitude ou un petit peu de basse altitude et vous revenez en haut. Alors l'avantage de monter, c'est quoi? C'est que vous réduisez votre consommation de carburant tout simplement. Donc voilà ces différents types de profils qui demandent tout simplement un peu plus de charge de travail et également une équation. Est-ce que j'ai plus de chances de me faire abattre par un système basse altitude par ici ou par un oiseau que de me faire targeter et abattre par un ennemi? C'est donc le renseignement qui va vous aider à prendre vos décisions en amont. Mais là, clairement, on voit que le TU-22M3 était en haute altitude ou en tout cas en moyenne altitude quand il a eu son souci. Donc, il semblerait qu'il ne fasse pas de profil basse altitude. Toujours est-il, puisqu'il est en moyenne à haute altitude, il se fait détecter par le radar. À partir de là, le radar décide d'engager avec le S200. Le S200 part, touche, il accélère, 1,3, on a dit, km par seconde, 300 km à faire. Les 300 km, ça vous amène à peu près ici. Puisque notre TU-22M3, il vole à peu près à Mach 0,9 pour tirer, il est peu probable qu'il aille dans le supersonique. Il a fait 65 km. S'il était supersonique, à Mach 1,8, il fait 130 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, entre le moment où le missile part et le moment où l'interception a lieu, il y a 65 km. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre missile part normalement sur la position future présumée de l'avion. C'est là où c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous tirez comme ça en limite de domaine. Votre S200 va sur... Vous savez que le TU-22 est là. Vous voyez qu'à son cap, il va comme ça. Vous dites donc, j'envoie mon missile pour le tuer ici. Or, si le TU-22M détecte qu'il est attaqué, ou même manœuvre différemment, et décide par exemple d'ouvrir au cap, d'aller par ici, de faire demi-tour parce qu'il a tiré, ou alors même de descendre vers basse altitude en ouvrant un tout petit peu au cap, votre missile est au chou perdu. Pourquoi? Parce que vous êtes en limite de domaine. S'il y a une correction à faire ou autre, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour faire la correction. Donc ce type de tir nécessite, j'ai envie de dire, une cible qui soit presque coopérative, qui ne manœuvre pas, donc qui n'ait pas conscience qu'elle est attaquée. Et l'interception doit se faire à un moment où votre adversaire ne va pas faire de grandes modifications en termes de trajectoire. Et c'est là où le narratif ukrainien m'étonne. Pourquoi est-ce qu'il m'étonne? Parce qu'il est annoncé que le TU-22M3 a été abattu après avoir tiré ses missiles alors qu'il était en retour. Et c'est là où c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est bizarre? Parce que vous voulez plutôt intercepter le TU-22 quand il est en rapprochement vers l'Ukraine, parce que ça va faciliter justement l'interception en limite de portée. Si vous ouvrez le feu au moment où votre TU-22 est en éloignement, eh bien il va faire 65 km pendant la durée de vol de votre missile. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'engager à 200 ou 210 km. Donc il va falloir que le TU-22 se rapproche beaucoup plus de votre ligne de front. Ce qui n'est pas impossible, mais c'est plus dur. C'est une possibilité. Avantage, il risque d'aller à un cap tout droit, ne sachant pas qu'il est attaqué. Mais ce qui est peu probable, c'est de réussir une interception alors que vous tirez alors que l'ennemi vient vers vous et qu'il manœuvre pour faire demi-tour et que là, votre missile arrive à continuer à aller sur lui. Ça, dans l'histoire de l'aviation à ces distances-là, c'est peu probable. Donc ça nous amène donc vers le fait que pour que la version ukrainienne soit cohérente, ça voudrait dire que notre TU-22, il s'est rapproché, il était à haute altitude, il vient aux alentours des 200-220 km du système S-200, il ouvre le feu, il fait demi-tour. Les Ukrainiens savent qu'il va faire demi-tour et faire un retour vers la maison directe, que donc il va avoir une ligne qui va être toute droite. Au moment où il finit son demi-tour, il tire le missile qui du coup a sa trajectoire d'interception vers le point futur qui est là. Pouf, le missile remonte notre TU-22, vient l'intercepter aux alentours des 300 km juste à temps. Le TU-22 est touché, fragilisé par nos éclats, arrive à continuer un petit peu son vol. C'est trop dur pour lui, il perd un morceau de la queue, il se retrouve à partir en vrille et l'équipage s'éjecte. D'après les sources ouvertes, 2 membres d'équipage ont survécu, 2 n'ont pas survécu. Donc voilà un petit peu le scénario le plus probable au vu des sources ouvertes qui sont disponibles et ça me paraît, au vu des images, assez cohérent. Le petit point de doute, j'ai envie de vous dire, c'est quand on voit les images du TU-22 au sol, détruit, on ne voit pas beaucoup de marques d'interception de missiles, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas forcément eu lieu, juste peut-être que la charge militaire a explosé vraiment à la limite de l'avion, ce qui viendrait
augmenté la version qu'il était en train de remonter l'avion. Alors si vous voulez une interception parfaite, c'est plus facile en face à face. Si vous arrivez par l'arrière, l'effet militaire de votre charge militaire, hein, donc de votre missile, sera moins fort. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interception. Le point que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que pendant qu'un missile vole pendant 2-3 minutes, eh bien l'avion vole également et que ça pose d'énormes problèmes en termes de trajectoire. D'où toutes les tactiques dites Fox-Tree, tir et oubli, que je n'aborderai pas sur cette chaîne, mais l'idée là c'est un petit peu de vous démocratiser ce concept et la difficulté de faire ces interceptions avec des longs temps de vol pour les missiles. Maintenant, comment est-ce que l'équipage du Tu-22M3 peut se retrouver à se faire avoir? Ça, c'est leur cockpit, vous l'avez vu, hein, on est plutôt dans le millénaire d'avant, parce que tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en face, ce sont des radars de conception soviétique et qu'il doit être extrêmement complexe pour les Russes de faire la différence entre est-ce qu'un radar qui me voit et m'éclaire est ami russe ou est-ce qu'il est ennemi ukrainien, sachant qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde. Je m'explique. Quand vous avez une interface homme-machine qui ressemble à ça, pour l'avoir vécu en super étendard, c'est très compliqué de prendre des décisions. Ça, c'est le Rafale. Le Rafale, ce qui fait, à mon avis, le fait que c'est un des meilleurs avions au monde, c'est la capacité à avoir ramené toutes les informations, ce qu'on appelle l'IHS, dans des endroits où la prise de décision est rendue plus facile par le pilote. Ça va être très visuel. Vous allez avoir le système Spectra, qui est notre système de guerre électronique, qui visuellement va vous dire le relèvement, la distance, la menace qui vous embête, et vous allez pouvoir avoir une distance très précise. Sur les avions d'ancienne génération, j'ai fait du super étendard, vous aviez un système comme ça où vous n'aviez pas la distance très précise. Et si vous regardez par exemple F-16, si vous regardez Mirage 2000, vous êtes sur des à peu près au pouce levé. Et la problématique, c'est quoi? C'est que si vous êtes un Tu-22 qui est dans ces terres et qui va tirer de son côté de la ligne de front, à votre avis, qu'est-ce que vous détectez à la guerre électronique? Et ça, c'est, j'ai envie de vous dire, le cœur de ce que je vais vous apporter dans cette vidéo. Mettez-vous à la place du Russe. Il est de son côté de la ligne de front. Ça veut donc dire que devant lui, il y a des systèmes solaires russes, à lui, et de l'autre côté de la ligne de front, des systèmes solaires ukrainiens, pas à lui. Mais ces systèmes de guerre électronique, ils font pas trop la différence. C'est-à-dire que lui, au niveau de son système de guerre électronique, il va voir effectivement S-200, ou système de veille du type S-200, mais il va avoir information qu'il y a du système là, il y a du système là, il y a du système là, ça se trouve même ça va un peu saturer, et fonction de l'axe où il arrive, en fait il va avoir une multitude d'informations, il ne saura pas ce qui est allié et ce qui est ennemi. Pourquoi? Parce que ça risque d'être assez proche sur la ligne de front. Et ça peut même se retrouver à saturer un axe de ces détecteurs de guerre électronique. Donc attention, quand on cherche à débriefer ces tirs qui sont réalisés à longue distance, essayez de vous mettre à la place du pilote de Tu-22. En fait, là, sa compréhension de la situation, sa situation mentale est rendue extrêmement complexe du fait de la technologie qui l'aide à comprendre ce qui se passe et du fait qu'en face, ils utilisent des systèmes initialement soviétiques. Si par exemple, vous prenez la guerre de Libye, les Américains ne voulaient pas que les Mirage F1 participent beaucoup à la protection de l'espace aérien libyen. À votre avis, pourquoi? Parce que les Libyens, on leur avait vendu des Mirage F1. Et les Américains ne voulaient pas se retrouver à devoir faire la différence entre un Mirage F1 de l'armée de l'air et de l'espace et un Mirage F1 libyen. Ils ont donc demandé à ce qu'on mette de maximum les Mirage F1 un peu de côté ou dans des missions très spécifiques ou encadrées. Parce qu'ils avaient peur de confondre un F1 de l'armée de l'air et de l'espace avec un F1 libyen et faire un frat, faire un blue and blue, faire un tir fratricide. C'est exactement la même problématique à laquelle se confrontent les Ukrainiens, mais également les Russes au quotidien sur cette ligne de front où vous avez le même type de technologie, le même type de matériel utilisé de part et d'autre. Maintenant, attention, si vous utilisez un système Patriot, je pense que ça ressort beaucoup plus facilement sur le système de guerre électronique des Russes. Maintenant, utiliser du S-300, utiliser du S-200 est beaucoup plus sioux, si je puis dire, d'un point de vue ruse militaire, car ça va gêner les Russes à bien détecter ce qui est ami, ce qui est ennemi. Et moi, si j'étais ukrainien, ce que je ferais, c'est j'essaierais d'utiliser des batteries sol-air en adéquation avec ce que les Russes ont mis juste de l'autre côté de la ligne de front, de manière à saturer justement cette guerre électronique, à gêner et à
baisser un petit peu le niveau de vigilance des Russes. Et là, ce qu'on a bien vu, c'est tout simplement que l'équipage du Tu-22 a probablement oublié une grande règle dans l'aéronautique, qui est également une grande règle dans la sécurité. Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? Et l'erreur que cet équipage de Tu-22M3 a faite, c'est de faire un profil moyenne/haute altitude en se pensant en sécurité, alors qu'ils auraient mieux fait de faire un profil basse altitude, monter pour tirer, redescendre vers la basse altitude. On verra si les prochains équipages s'adaptent. D'après les Ukrainiens, la vague d'assaut suivante a fait demi-tour, ce qui montre qu'ils ne sont pas suicidaires. Ils ont vu leurs collègues se faire abattre, ils ont préféré faire demi-tour. Donc jusque-là, ça paraît professionnel et cohérent. Ils vont débriefer, on verra ce qu'ils font derrière. Dans tous les cas, je pense qu'on peut dire de l'ordre de 90% que la version ukrainienne paraît cohérente. J'aurais plutôt tendance à me ranger de leur côté, même si, et je l'ai dit, des fois je trouve que leurs versions sont complètement aberrantes. Mais là, S200, changement au niveau du guidage final, les distances d'engagement, face à une erreur due à la routine de la part des Tu-22M3, ça me paraît complètement cohérent. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ce concept de temps de vol du missile vous parlera et également que ça vous amènera à réfléchir sur la difficulté pour les équipages de faire la différence sur un axe entre leur système et les systèmes des adversaires alors que vous êtes de votre côté de la ligne de front et donc que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire ou qu'on le voit dans les jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, pas mal de vidéos très sympas à sortir cette semaine et surtout j'en profite, nous avons changé notre boutique en ligne. Hugo s'est occupé de tout ça et nous avons des super patchs qui claquent, FlySafe et débrief disponibles sur la boutique en ligne. Je suis bloqué à la maison cette semaine, donc du coup on vous envoie tout ça vendredi. Donc là si vous commandez dans les prochains jours, ça part sans faute vendredi. Allez, je vous dis à très bientôt et FlySafe.